Hello tout le monde, c'est Estelle de Réel. Je suis devenue maman il y a quelques mois et ce n'est pas toujours facile de faire coïncider mon agenda avec celui de mes différents médecins pour mon enfant et pour moi. J'ai besoin parfois d'une consultation avec un pédiatre, un généraliste ou un gynéco par exemple, mais ils ne sont pas toujours disponibles rapidement. Récemment, grâce à Livy, j'ai pu obtenir un avis médical dans la journée en consultant un médecin en vidéo. Livy, c'est un service qui permet de consulter un médecin généraliste ou des médecins spécialistes en vidéo directement depuis votre téléphone ou votre ordinateur et même en dehors des horaires de cabinet tous les jours de 7h à minuit. Les médecins sur Livy sont toutes et tous inscrits à l'ordre des médecins et peuvent prescrire une ordonnance en cas de besoin. Pour utiliser Livy, c'est très simple. Vous pouvez vous connecter sur le site de livy.fr ou depuis l'application gratuite disponible sur iOS et Android. Alors n'hésitez pas à tester et dites-moi ce que vous en pensez. Merci à Livy de soutenir Réel et bonne écoute. Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Mon objectif, ce n'était pas d'apporter des connaissances, c'était moins d'apporter des connaissances en management à des jeunes que de les former sur le plan humain. Et c'est là le vrai problème de notre système éducatif actuel. Parce que tout le monde est convaincu, à commencer par les parents, que plus on fait ingurgiter de connaissances à leurs enfants, plus ils ont de diplômes, et plus ils auront de chances d'avoir demain des responsabilités. Et ça, c'est totalement faux. Il faut que les parents réalisent que dans tous les domaines d'activité, sauf quelques rares exceptions, dans tous les domaines d'activité, la réussite d'un jeune va reposer sur ses qualités humaines avant de reposer sur le volume de leurs connaissances. Surtout aujourd'hui, avec Internet, parce que de toute façon, les choses évoluent tellement vite sur le plan technique, que, y compris dans le domaine scientifique, dans la formation d'ingénieurs, les choses qui sont enseignées sont déjà dépassées. L'homme que vous allez entendre a formé des centaines de chefs d'entreprise et directeurs généraux. Et selon lui, le point commun entre un nageur de combat et un leader, c'est la confiance dans son équipe. Tour à tour qualifié par son entourage de soldat de la formation, de visionnaire, de combattant, il est hors du commun, généreux, altruiste, révolutionnaire et ne mâche vraiment pas ses mots, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Outre sa capacité à avoir fédéré autour de lui un corps professoral constitué de patrons du CAC 40 et de tout horizon confondu finalement, il a lui-même développé plusieurs entreprises. Sa bibliographie sur le sujet du management fait désormais référence avec L'Art de diriger, qui est le premier livre sur le sujet à mêler pratique et théorie. Et même si vous trouverez sa biographie facilement, j'ai quand même envie de partager avec vous quelques points saillants de sa vie qui m'ont marqué. Il a lâché super tôt le parcours scolaire pour l'armée. Parachutiste puis officier affecté aux nageurs de combat, il a créé de toutes pièces un sous-marin ultra performant. Alors, je sais pas vous, mais moi le coup du sous-marin, ça m'a bluffé. Après 3 ans d'armée, il repart à zéro, sans argent, sans diplôme. Et alors là, les diplômes, il va les enchaîner. Le trésor public sur concours, une maîtrise en sciences économiques, l'expertise comptable, un diplôme d'études supérieures en sciences éco, une agrégation des techniques de gestion et en même temps, un doctorat de droit. Nommé directeur des études d'un institut d'administration des entreprises, il en fait tout simplement le 2e de France en moins de 2 ans. Et ensuite, il s'envole pour les États-Unis. L'université de Stanford en Californie l'accueille comme professeur de recherche. Il y va sans parler l'anglais, ça lui fait pas peur. Et dès son retour en 73, il est embauché par l'école HEC où il enseigne la stratégie avant de créer en 78 le célèbre département HEC Entrepreneur. Diplômé de ce master, je peux vous dire qu'il a littéralement changé ma vie, autant humainement que professionnellement. J'y ai rencontré certains de mes plus chers amis et j'ai appris dans l'action, à travers des missions terrain consacrées à la création d'entreprises, au redressement, à la cession,
au conseil en développement, à la vente et à la communication. Cet épisode, j'ai envie de vous dire que c'est un cadeau. Bah oui, parce qu'en fait, c'est un cours de haut niveau gratuit délivré par un professeur hors du commun. Il risque de vous surprendre par sa vision des écoles de commerce et sa volonté de faire bouger les lignes. Vous pourrez le constater par vous-même. On soulève d'une certaine manière le couvercle d'une grande soupe avalée depuis peut-être un peu trop longtemps sans avoir été remise en question. De fait, on aborde avec lui l'importance de la formation humaine qui ne peut venir que du terrain, l'intelligence du cœur pas encore assez valorisée à l'école ou dans l'enseignement supérieur, les deux indispensables du bon manager, le courage et la générosité, sa vision de la France et ce qu'il faudrait selon lui changer radicalement dans la formation des générations futures. L'interview, petite précision, a été enregistrée en mars, au tout début de l'épidémie de coronavirus. La diffuser maintenant, c'est une manière pour moi de lui rendre hommage, de rendre hommage également à l'enseignement et à toutes celles et ceux qui consacrent leur vie, jusqu'à la perdre, à la transmission de leur savoir. Robert, un grand merci pour ce moment avec vous. C'était vraiment un privilège. Et à vous toutes et tous, très bonne écoute avec l'illustre monsieur Robert Papin, fondateur d'HEC Entrepreneur. Robert, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis très émue et très honorée. On n'a aucune raison de l'être. Ah si. Vous êtes une légende, sachez-le. Enfin, je pense que vous le savez, pour beaucoup de monde. Mais je vais commencer par vous demander de vous présenter, si ça ne vous dérange pas, autant professionnellement que personnellement. Mais est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, votre question m'amène à penser à, je crois que c'est De Vos qui a dit quand tu te retournes vers ton passé, ton avenir, tu l'as dans le dos. Donc, votre question est donc dangereuse pour moi. Non, bon, simplement, j'ai effectivement une histoire très bousculée. Mais j'ai connu de grandes joies car mes clients ont toujours été mes étudiants. Ouais. Et mes étudiants, je crois, effectivement, se sont éclatés. Donc c'était mon rêve. HEC Entrepreneur a changé, je pense, je peux le dire, ma vie au sens global. Est-ce que vous pouvez nous parler ? Alors, même si vous voulez pas revenir sur votre parcours, vous avez quand même une vie et puis... plus je l'ai relu en préparant l'interview, plus je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. Vous avez créé HEC Entrepreneur après moult choses impressionnantes. Vous avez été officier des commandos parachutistes et de nageur de combat, n'est-ce pas ? Oui. Votre parcours, à la fois... vous avez une quantité de diplômes impressionnante. Vous avez créé des entreprises. Mais j'ai un petit peu envie qu'on parle d'HEC Entrepreneur. C'est-à-dire l'élément déclencheur pour vous, le jour où vous vous êtes dit au sein d'HEC, puisque vous étiez déjà professeur à HEC à l'époque, HEC Grande École, ce déclic en fait qui vous a conduit à créer HEC Entrepreneur. Bien, on m'a posé la question lors du 40e anniversaire d'HEC Entrepreneur. Mmh. Parce que c'était en 78. Oui, je m'en souviens plus d'ailleurs. La création était sur 78, oui. Et je vous avoue que jamais je me suis posé la question. Mm-hmm. Alors, d'une part, j'ai jamais eu le temps de me poser la question. J'en voyais pas l'intérêt, car c'est le futur qui m'intéressait. Bon, et ce n'est qu'au cours d'un déjeuner avec quelqu'un qui sort de l'ordinaire, qui s'appelle Christian Arbulot, qui a créé l'école de guerre de guerre économique. La guerre économique aujourd'hui, c'est quand même stratégique. Et qui m'a amené à lui révéler que j'avais effectivement été dans les nageurs de combat. Mm-hmm. Et qui m'a posé la question, est-ce qu'il y a un lien entre les nageurs de combat et HEC Entrepreneur? Et alors j'ai réfléchi à toute allure pour pas lui répondre des bêtises. Et je crois que oui. Je crois que oui, parce que dans les nageurs de combat,
D'abord, je suis arrivé par accident. Et il y avait effectivement un accident parce que dans les parachutistes, j'ai appartenu à une unité qui s'appelait le 11e choc, qui était à Perpignan. Oui. Et en formant mon commando, j'ai eu un accident et normalement, j'aurais dû être interdit de saut en parachute. Donc, je pouvais plus être officier para. Or, dans les parachutistes, moi, de former un commando, je m'éclatais. Et puis, un jour, dans la caserne, alors j'avais une tête d'enterrement, puis d'un seul coup, j'ai quelqu'un qui m'a interpellé, qui m'a dit « Papin, je vais vous voir ». Alors, j'étais offusqué, c'était un petit bonhomme qui m'appelait. Bon, quand j'ai vu qu'il était capitaine, alors là, j'ai fait attention. Oui, mon capitaine. Il m'a posé à brûle-pourpoint la question « Est-ce que vous y connaissez en hydrodynamique ?» Je vous jure que c'est vrai. La veille, j'avais lu un que sais-je, et dans le que sais-je, il était écrit, noir sur blanc, que l'hydrodynamisme, c'est la même chose que l'aérodynamisme à vitesse supersonique. C'est ce que je lui ai dit. Alors, il m'a répondu, je vous emmène dans les nageurs de combat, et dans les nageurs de combat, vous pourrez continuer à sauter en parachute, mais vous sauterez en mer. Et c'est comme ça, en ayant trompé quelqu'un honteusement, que je me suis retrouvé dans les nageurs de combat. Okay. Mais quand je suis arrivé, tous les nageurs m'attendaient. Alors, les nageurs de combat, c'était des sous-officiers. Alors, je peux vous dire que les sous-officiers ils regardaient plutôt d'un œil torve un jeune officier qui arrivait chez eux parce que eux étaient recrutés sur leur fait d'armes, sur leur fait de guerre. Bien Donc, sûr. Ils étaient tous couverts de décorations. Moi, j'avais rien du tout. Et le capitaine avait organisé donc c'est un dîner en mon honneur. Et à la fin du dîner, il m'a indiqué quelle serait ma mission. Et ma mission devait être de construire un sous-marin pour les nageurs de combat, rien que ça. Et il a commencé à expliquer les spécifications qu'il souhaitait que l'engin il soit plus rapide que les engins qui existaient à l'époque. Ensuite, il fallait qu'il emmène 2 nageurs, et avec leur charge sous-marine, du qui soit indétectable. Je dis au point où on en était, pourquoi pas. Et puis qu'il soit construit en 1 an. Je dis, bon, ça c'est une mission impossible. Et puis, à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. Ce type, il savait que j'avais fait des études de mathématiques. J'ai fait maths sup et maths spé, puis j'avais démissionné de maths spé pour rejoindre les parachutistes coloniaux. Donc, il le savait. Mais ce type-là, j'ai réalisé qu'il était convaincu que j'arriverais. Alors que moi, je n'étais pas du tout. Il croyait. Que j'arriverais à construire ce sous-marin. Et il mettait tous les sous-officiers à ma disposition pour le construire. Bon, et quelque part, par la suite, je dis, moi, je me trouve pas plus intelligent que les jeunes que je vais rencontrer. Mais si on a réussi cet engin, c'est qu'il m'avait fait complètement confiance. Et de là, l'idée que dans la formation, et notamment dans la formation de futurs leaders, appliquer ce principe-là peut donner des résultats aussi étonnants. C'est là qu'est le lien. Et ce type, ce patron de l'école de guerre économique, a fait ce lien-là. Et c'est lui qui m'a dit, mais tu devrais raconter ton histoire. Je dis, bon, je vois pas l'intérêt. Mais il dit, non, si tu racontes ton histoire, tu vas inciter les jeunes qu'on forme aujourd'hui, les chefs d'entreprise, à faire confiance complètement à leurs collaborateurs et à les aider pour qu'ils atteignent des objectifs ambitieux. Et ça a été le guide toute ma vie, et notamment HEC Entrepreneur. Vous l'avez remarqué puisque vous avez fait HEC Entrepreneur. Quand on donne à des étudiants des missions quasi impossibles, et que on les aide à atteindre des objectifs ambitieux, il y a de fortes chances pour qu'ils les atteignent. C'est ça le lien. Bon, c'est vrai que dans notre société, c'est pas facile d'innover, mais c'est le prix à payer.
Alors, juste pour revenir quand même sur l'essence même d'HEC Entrepreneur, l'ADN, c'était... alors, je sais pas si ce slogan vous parle encore, mais c'était jetez-les à l'eau, ils apprendront à nager. Je sais pas si ça vous parle. Ben si. Le problème, c'est que je pouvais pas les jeter à l'eau, moi. Parce que, d'abord, ils auraient bu la tasse. Et puis, l'activité de nageur de combat ne permet pas, en très peu de temps, de transformer quelque chose. Mais par contre, les jeter en l'air en parachute, oui. Alors, c'était le cas. Ouais. À votre époque, c'était le cas. Il y avait ce passage obligatoire qui était le saut en parachute. C'est plus le cas aujourd'hui. Alors, l'origine, là, du saut en parachute... Pour rentrer, je dirais, pour rentrer à HEC. Ça a été très clair. Moi, je me souviens, mon premier saut en parachute, j'étais terrorisé. Les sauts militaires, en plus, c'était des sauts risqués. Bon, vous ne l'avouez pas que vous êtes terrorisé, mais bon, quand vous êtes dans l'avion, vous avez envie de pousser celui qui est devant vous pour qu'il sorte vite pour que vous soyez débarrassé. Et puis le deuxième saut, c'est pire. Bon, et je me suis souvenu à ce moment-là que une fois que vous aviez surmonté votre peur, si vous le faisiez en équipe avec d'autres personnes, eh bien, d'abord, vous soudiez le groupe, et puis, vous la ramenez un peu moins. Or, à HEC Entrepreneur, j'ai voulu mélanger des étudiants de milieux différents, d'origines différentes, de formations différentes, et notamment de mélanger les HEC avec des ingénieurs. Or, je savais ce qui allait se passer. Les HEC traiteraient les ingénieurs de voleurs de diplômes, et les ingénieurs traiteraient les HEC des petits cons. Parce qu'un ingénieur qui est déjà diplômé, parce qu'on prenait des ingénieurs déjà diplômés, en général 1 ou 2 ans de plus. Ouais. Donc, pour le travail en équipe, à ce moment-là, ça pose de gros problèmes. Donc, il fallait que je règle ce problème, et je l'ai réglé par le saut en parachute. Quand ils avaient tous peur, à la sortie de l'avion, on les filmait à la sortie de l'avion, on les voyait qu'ils avaient tous peur, plus personne ne leur amenait. Donc, ça a été un exercice de modestie, bien sûr, mais en plus, un résultat de cohésion de l'équipe. Bon, c'est anecdotique, mais ça a eu un impact effectivement important. Ils étaient très peu nombreux au début, les promus. Les personnes qui arrivaient à intégrer HEC Entrepreneur, il y en avait très peu. Ils étaient une trentaine, je crois, même pas. Oui. Alors, quel était, moi, mon objectif ? Moi, je voulais former des leaders dans notre pays. Notre pays a besoin de leaders. Donc de gens qui sont capables de mobiliser leurs collaborateurs, de déléguer des responsabilités à leurs collaborateurs et de les inciter eux-mêmes à relever des défis. Mon objectif, ce n'était pas d'apporter des connaissances, c'était moins d'apporter des connaissances en management à des jeunes que de les former sur le plan humain. Et c'est là le vrai problème de notre système éducatif actuel. Parce que tout le monde est convaincu, à commencer par les parents, que plus on fait ingurgiter de connaissances à leurs enfants, plus ils ont de diplômes, et plus ils auront de chances d'avoir demain des responsabilités. Et ça, c'est totalement faux. Je suis d'accord. Il faut que les parents réalisent que dans tous les domaines d'activité, sauf quelques rares exceptions, la réussite d'un jeune va reposer sur ses qualités humaines avant de reposer sur le volume de leurs connaissances. Surtout aujourd'hui, avec Internet. Parce que de toute façon, les choses évoluent tellement vite sur le plan technique, que, y compris dans le domaine scientifique, y compris dans la formation d'ingénieurs, bien sûr, les choses qui sont enseignées sont déjà dépassées. Par contre, la formation humaine est négligée. Mais former quelqu'un, former des jeunes, former des collaborateurs sur le plan humain, ça veut dire leur donner d'emblée des responsabilités, et ça veut dire les aider
à atteindre des objectifs ambitieux. Or, un chef d'entreprise, s'il veut former lui-même des collaborateurs, il peut pas en former plus de 30 en même temps. On est d'accord. C'est impensable. Il faut peut-être en former une quinzaine, mais si vous formez ces 30 ou ces 15, il faut leur consacrer énormément de temps. Donc au-delà de 30, c'est pas possible. Je suis d'accord avec vous. Encore une fois, je suis très attachée à cette formation parce que j'ai toujours eu le sentiment, tout comme à l'américaine, parce que ça c'est le modèle américain qui est beaucoup plus puissant que la France à ce niveau-là, les anciens d'une formation rendent aussi d'une manière ou d'une autre ce que la formation leur a donné. Donc moi, j'ai à cœur de continuer à, tant bien que mal, à faire partie des jurys. Donc je fais partie aujourd'hui des jurys de sélection. J'ai, il y a quelque temps, apporté des missions aussi. Et effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup de monde et que ça devient compliqué ensuite de suivre tout ce beau monde, même si je comprends les objectifs économiques de la formation, mais ça me paraît un peu compliqué de gérer tout le monde. Le problème, c'est... Bon, il y a une logique dans le système de formation qui est la logique de la mission terrain. Le dispositif pédagogique était prêt, moi, depuis plus de 10 ans, avant que je le mette en œuvre à HEC. Et c'est en 1971 que j'étais à Stanford que j'ai eu la chance de présenter mon dispositif à sept grands patrons américains. Et quelque part, je souhaitais rénover la méthode des cas anglo-saxonne. À l'époque, dans le début des années 70, l'enseignement d'Harvard, l'enseignement de Stanford, tout ça, reposait sur la méthode des cas. C'est-à-dire sur et c'était un progrès par rapport à l'enseignement théorique classique. C'est-à-dire, on donnait aux étudiants un document de 10 à 20 pages, présentant un problème auquel se heurte une entreprise, qui peut être un problème de stratégie ou de marketing. Bon, si c'est par exemple un problème de stratégie, on vous explique que telle entreprise veut se développer, elle se heurte à tel ou tel type de problème. Et on incite les étudiants par équipe à réfléchir sur ce type de problème, après leur avoir demandé de lire des chapitres de bouquins, par exemple des bouquins de stratégie. Donc les étudiants lisaient individuellement des chapitres de bouquins, ils réfléchissaient ensemble à la solution susceptible d'être proposée. Et c'était la solution de chaque équipe qui était présentée en salle de classe. Le professeur ne faisait pas de cours théoriques, il animer la discussion avec les étudiants. C'était beaucoup plus dynamique que l'enseignement théorique, mais pour moi, ça présentait, et il y a beaucoup d'écoles qui continuent à utiliser la méthode des cas, et notamment des grandes business schools américaines, mais cette méthode, pour moi, présente un inconvénient. On fait réfléchir les jeunes sur des solutions, à partir d'un document écrit. Dans un document écrit, il est difficile de décrire les éléments humains auxquels l'entreprise est confrontée. Donc, les équipes vont réfléchir à une solution théorique. Qui leur paraît la meilleure, mais ils ne sont pas chargés de la mettre en œuvre. Or, un vrai leader... C'est celui qui met en œuvre. Et ça, c'est l'erreur qu'on commet dans notre société aujourd'hui, qui est très grave. Je suis d'accord. Un vrai leader aujourd'hui, on pense que c'est quelqu'un qui est capable de prendre des décisions à partir de dossiers élaborés par leurs collaborateurs. Et moi, je réponds, il faut effectivement savoir quelle est la bonne décision qu'on va mettre en œuvre, mais il faut aussi la mettre en œuvre. Bien sûr. Or, dans l'étude de cas, les étudiants ne sont pas chargés de la mettre en œuvre. Donc, ils ne sont pas confrontés aux problèmes humains qu'un chef rencontre. Or, ce sont les problèmes humains qui conditionnent la réussite. Bien sûr. Parce que si vous n'êtes pas capable de mobiliser vos collaborateurs, le projet, il restera un projet théorique. Sur une étagère. De la même manière, en politique, quelqu'un qui va prendre la décision à partir de dossiers élaborés par des hauts fonctionnaires, d'abord les éléments humains ne figurent pas dans ces dossiers. Et la décision passera ou ne passera pas. Et elle passera si celui qui la met en œuvre a des qualités de leader.
Et ces qualités humaines de leader, c'est la capacité à mobiliser les collaborateurs pour mettre en œuvre le projet. Et qu'est-ce qui va faire qu'un individu va posséder ces qualités humaines? Eh bien, quelles sont les qualités? C'est la capacité à déléguer le maximum de responsabilités aux jeunes. Hein, et puis, il faut du courage pour accepter l'idée que les autres sont capables de faire à sa place. De faire, et surtout accepter l'idée que leurs objectifs personnels ne sont pas les mêmes que les vôtres. Hein, si vous êtes le patron, et si vous pensez que les collaborateurs doivent se contenter de vous obéir, vous ne les mobiliserez jamais. Hein, si par contre, ils sont capables de faire comme moi, mon ancien capitaine des nageurs de combat, sont capables d'accepter l'idée que leurs collaborateurs peuvent faire encore mieux qu'eux. Hein, et si vous leur faites confiance, ils feront en sorte qu'ils répondent à vos ambitions. Le problème est totalement différent. Donc, mais il faut du courage. Mais c'est ce qui distingue aussi, parce qu'il y a plusieurs ouvrages, et j'ai regardé à chaque fois les évolutions. C'est-à-dire qu'on est aussi il y a l'art de diriger qui est une référence, mais peut-être que les gens distinguent mal aujourd'hui ce qui est un leader, ce qui est un chef, ce qui est un manager, et les notions sont pas forcément toutes comprises par tout le monde. Oui, alors que ça se distingue clairement. Parce qu'un manager est pas forcément un bon leader et un leader est pas forcément un bon manager. Non. Donc, mais quelque part, moi je suis très optimiste sur le futur, hein. Mais je suis très pessimiste à court terme, hein, parce que un vrai leader doit posséder deux qualités. Hein. C'est le courage et le cœur et la générosité. Hein. Le courage d'accepter que leurs subordonnés poursuivent des objectifs qui ne sont pas les mêmes que les siens. Oui. Et le courage de reconnaître que c'est normal. Hein, parce que si le leader était à la place des collaborateurs, trouverait plus normal que le collaborateur puisse préférer préserver sa vie familiale, ses loisirs, son revenu, et pas nécessairement les objectifs du chef. Et ça, il faut avoir du courage pour eux. Et il faut de la générosité, hein, parce que les collaborateurs n'atteindront des objectifs ambitieux que si on les aide. Bien sûr. Donc si le chef leur consacre beaucoup de temps, hein, pour atteindre des objectifs ambitieux. C'est ça la générosité. Le courage, c'est pas le courage du militaire qui monte à l'assaut, hein, c'est le courage d'accepter que les collaborateurs soient différents de vous. Et la générosité, c'est pas de leur donner de l'argent, c'est de leur donner votre bien le plus précieux, c'est votre temps, hein, pour les aider à progresser. Et aujourd'hui, ces deux qualités-là sont battues en brèche. Et depuis, et ça remonte quand même assez loin. Hein, ça remonte à l'internationalisation des entreprises. Bien sûr. Alors, je dirais, on remonte facilement aux années 70. Hein. À l'époque, quand des grandes entreprises ont voulu attaquer les marchés mondiaux, hein, il leur fallait beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait appel d'abord à des fonds de pension américains. À des investisseurs, hein, capables de leur apporter beaucoup d'argent. Mais ces investisseurs-là ont réalisé qu'ils étaient devenus propriétaires des entreprises. Hein, alors qu'auparavant, c'était le management, hein, qui tenait les entreprises. Elles ont réalisé qu'il était normal, en échange de leur argent, hein, surtout un fonds de pension américain, hein, d'avoir une rentabilité tout de suite, une rentabilité à court terme. Et c'est à ce moment-là que le management des entreprises a basculé. Donc, à partir du moment où vous avez des investisseurs, hein, qui cherchent la rentabilité à court terme, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont acheté les PDG, hein, en les intéressant à la rentabilité à court terme des entreprises, par des bonus, des stock options, etc. Un patron tout seul, il peut pas tout seul augmenter la rentabilité. Donc, il va s'entourer de collaborateurs, et notamment de collaborateurs qui sortent, par exemple, des écoles de management, hein, qui sont capables de faire de beaux dossiers et d'indiquer les économies qu'on peut réaliser, hein, et les profits qu'on peut réaliser, par exemple, en diversifiant.
Et les PDG, qu'est-ce qu'ils ont fait pour motiver ces collaborateurs directs? Même chose, bonus et stock option. Mais les bonus et stock option aujourd'hui, ils bénéficient à ces jeunes. Je ne vais pas décrier mon école à laquelle je suis attaché, mais qui sortent des grandes écoles, l'ENA, les grandes écoles de management, etc. Et ces gens-là, qui ont été formés par la méthode Descartes, sont convaincus que ce sont eux Bien sûr. les stratèges, que ce sont eux les leaders, pas ceux qui mettent en œuvre leurs projets. Et c'est une erreur monumentale. Et quelque part, parce que les vertus qui font le grand leader, c'est-à-dire le courage et la générosité, sont remplacées par l'égoïsme, l'appât du gain à court terme, enfin tous les défauts que, enfin, faut pas aller trop loin. Bien sûr. Mais la nature humaine est telle que vous avez quand même un certain nombre de gens qui réalisent ça, qui réalisent que pour assurer la pérennité à moyen terme d'une entreprise, il ne faut pas démotiver ceux qui sont les vrais leaders, c'est-à-dire ceux qui mettent en œuvre les recommandations de l'équipe dirigeante. Alors, je caricature, mais à peine. Je suis d'accord avec vous. Et ça a des conséquences, ça devrait avoir des conséquences sur la formation. Mais les écoles, aussi bien de management que des écoles de l'ENA, leur enseignement est totalement dépassé. Caduc. C'est-à-dire, il faut aujourd'hui, et on comprend bien ce qui s'est passé, c'est un peu le même phénomène que pour les entreprises. On comprend bien ce qui s'est passé. Il y a les écoles, notamment les écoles de management, ont pour objectif, chacune, d'être meilleures que leurs écoles concurrentes. Et comment mesurent-elles aujourd'hui leur réussite, notamment par l'obtention d'accréditation de type EQUIS ou ACMD, et par les classements d'écoles qui sont effectués par la presse, les échos, l'étudiant, etc. Or, ces classements, d'abord les accréditations. Les organismes qui délivrent les accréditations sont constitués quasi essentiellement de profs. Et les classements sont quasi essentiellement basés sur l'obtention des accréditations et sur des critères académiques. Et aujourd'hui, les parents, quand ils choisissent une école pour leurs enfants, vont regarder les classements d'écoles et se renseigner pour savoir s'ils sont accrédités. Or, les accréditations sont basées sur des critères académiques. Par exemple, le pourcentage de professeurs docteurs par rapport au nombre d'étudiants. Ensuite, par les travaux de recherche des professeurs et par les publications de ces professeurs dans des journaux académiques. Alors là, je vais être vraiment révolutionnaire. Allez-y. La réussite des jeunes, aujourd'hui, dans le business ou ailleurs, je dis, ça repose sur leur qualité humaine. Il n'y en a aucune qui figure dans les accréditations, sinon l'agilité logico-mathématique. Mais pas le cœur, pas la capacité à mobiliser les collaborateurs. Et ces capacités à mobiliser les collaborateurs ne peuvent être développées que par des formules d'apprentissage, par une pédagogie terrain. C'est ce qu'a fait HEC Entrepreneur depuis l'année 70. Et aujourd'hui, c'est ce type de pédagogie qui est pratiquée par Harvard avec son projet Field. Donc il y aurait aujourd'hui aucune honte pour les grandes écoles de management françaises de suivre l'exemple d'Harvard. Bien sûr. Mais pour suivre l'exemple d'Harvard, pour pratiquer l'apprentissage, il faut fiche en l'air complètement les histoires d'accréditation qui sont académiques et les classements qui sont académiques. Mais qui est responsable, au fond, quand on regarde bien, c'est les parents. C'est les parents qui sont convaincus que plus on va bourrer le crâne de leurs gamins, et plus ils auront de diplômes, et plus ils auront de chance d'avoir un job. Alors que c'est faux, parce qu'on met un temps fou à se débarrasser de tout ça, malgré tout. Parce que qui devrait montrer l'exemple aujourd'hui? Ce sont des journaux comme L'Étudiant,
ce sont les échos. Les Échos. Hein, c'est Le Monde, c'est-à-dire les journaux qui sont co-responsables de la situation actuelle. Hein, et pour trouver un journal qui va avoir le courage de dire « changeons le système », eh ben, je vous dis, il faut un sacré courage. Hein. Pourquoi ? Parce que si vous regardez ce qui s'est passé dans les écoles de management, hein, et ce qui se passe aujourd'hui, alors, étant donné que les critères de classement sont des critères académiques, étant donné, et comme on privilégie les critères académiques, c'est-à-dire le pourcentage de profs qui ont un doctorat, hein, par rapport aux autres profs. Ce sont les travaux de recherche et les publications. Eh bien, on est complètement à l'opposé. Bien sûr. Parce que quelqu'un qui fait des travaux de recherche et de publication, il n'a pas le temps de suivre les étudiants comme moi je le faisais, hein, en consacrant 10 heures par jour de mon temps au suivi de mes étudiants. Hein, en leur donnant des responsabilités, en leur donnant des missions réelles sur le terrain et des missions réelles correspondant à ce qu'ils allaient faire plus tard. Bien sûr. Hein, ce qu'on peut faire dans n'importe quel domaine de la formation. Mais, pour l'instant, c'est révolutionnaire. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Alors, qu'est-ce qui va se passer ? C'est très clair. Hein. Aujourd'hui, un prof docteur coûte 2 fois plus cher qu'il y a 10 ans. Donc, les coûts fixes des écoles de management sont montés en flèche. Comment ont-elles financé l'académisme ? En augmentant terriblement le nombre d'étudiants et surtout leurs droits de scolarité. Hein, si vous faites une scolarité à l'EM Lyon, par exemple, ça vous coûtera à peu près entre 15 et 17 000 euros par an. Bah, aujourd'hui, vous avez des écoles de management qui recrutent à bac. Donc, le renseignement est de 5 ans. Vous faites la multiplication, 5 par 15 000 euros, minimum. Hein, ça fait 75 000 euros. Bon. Et en général, les écoles les plus réputées coûtent plus cher. Et ça ne compte pas, on ne compte pas la nourriture et le logement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour faire un master dans une école de management, il faut grosso modo 80 000 euros. Quels sont les Français qui peuvent débourser 80 000 euros ? Alors, ça veut dire que si une famille n'est pas aisée, elle va emprunter. Hein? Si vous empruntez 80 000 euros, vous voyez qu'est-ce qui va se passer quand le jeune va sortir de l'école. Alors, on vous dit aujourd'hui, mais les jeunes eux-mêmes peuvent emprunter. Si vous empruntez 80 000 euros, hein, vous aurez peut-être un taux zéro. Hein, vous aurez un prêt à taux zéro. Peut-être même, on vous donnera 1 ou 2 ans, hein, avant de commencer à rembourser votre prêt. Hein, si c'est un prêt sur 10 ans, vous voyez, ça fait 8 000 euros. For 25 years, Stamps.com has made mailing and shipping easy. All you need is a computer and printer. Imagine mailing and shipping right from your desk, anytime. No traffic, no waiting, no hassle. Plus, Stamps.com gives you discounts up to 84%. Sign up for Stamps.com today. Use code PROGRAM for a 4-week trial, plus postage and a digital scale. That's Stamps.com, code PROGRAM. Par an. Hein? Et 8 000 euros par an, si vous divisez par 12, ça fait 400 à 600 euros. Alors, les jeunes vous disent aujourd'hui, oui, mais quand on va sortir d'une école de management... On va gagner beaucoup d'argent. Hein, on va gagner beaucoup d'argent. Bon. Si vous regardez... Oui, on est devant quelque chose de sérieux. Hein, et les écoles le savent. Hein, mais elles se gardent bien de le dire. Si vous regardez, il y a une étude d'un organisme public qui est récente, hein, et qui a étudié les salaires de fin de carrière sur 2 générations de 7 ans. Hein, donc sur une période de 14 ans. Sur les 7 dernières années, les salaires de fin de sortie de ces écoles ont diminué. Hein, c'est-à-dire, au lieu d'être grosso modo en moyenne de 2 300 euros, ils doivent être de l'ordre de 2 000 euros. Vous devez sortir votre prêt, vous vous retrouvez au SMIC. Et si vous vous retrouvez au SMIC, vous croyez que vous allez vous marier ? Vous ne pouvez pas vous marier.
que quand on se marie, il faut combien d'argent? Est-ce que vous croyez qu'ils vont créer une entreprise? En général, quand on crée une entreprise, l'entreprise est déficitaire au début. Ils vont pas créer une entreprise. Qu'est-ce qu'ils vont chercher à faire? Ils vont chercher à entrer dans une grande société. Bien sûr. Parce qu'ils pensent qu'ils gagneront plus dans une grande société. Mais si toutes les écoles de management sont rentrées dans l'académisme, est-ce qu'ils vont gagner une fortune à la sortie? Pas du tout sûr. Ils vont peut-être se retrouver de chef de rayon dans un grand magasin. Donc ils seront endettés et ils vont chercher, encore une fois, un grand magasin. Ils n'iront pas travailler dans une PME. Or, le développement économique de pays comme l'Allemagne ou le Japon repose sur quoi? Sur les régions. Le développement des régions et sur le développement des PME. Vous voyez? Et on se demande aujourd'hui si les gens ont réfléchi à tout ça. Et si les parents ont réfléchi à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est une question bête, mais comment on peut faire? D'abord, il faut que les jeunes se prennent par la main. Oui. Mais lutter contre les préjugés, c'est Einstein qui a dit, et il est plus difficile de lutter contre les préjugés que de désintégrer un atome. Moi, j'en ai tiré la conclusion que c'était impossible de désintégrer un atome. Bon, donc c'est peut-être préférable que les jeunes se prennent par la main eux-mêmes. D'abord, c'est pas 5 ans d'études pour être manager, c'est excessif. Bien sûr. Bon, l'exemple d'HEC Entrepreneur est là. Les ingénieurs, ils ont fait 1 an. Et au bout d'1 an, ils étaient au même niveau que les HEC. Donc 5 ans, c'est trop. Surtout si on pratique des pédagogies actives. Moi, je dis 2 ans. Si vous voulez même 3 ans, dans 1 an à l'étranger pour se changer les idées, mais nous on atteignait l'objectif en 1 an. Bon, donc les études sont trop longues. Alors il existe des systèmes du type BTS, qui IUT. Bien sûr. Mais le drame, c'est que les jeunes, quand ils font un BTS et un IUT, ils veulent ensuite un master. Donc, il faudrait qu'ils soient un peu plus raisonnables. Les mais BTS, d'autant qu'ils sont bons en entreprise, ces personnes qui sont sorties justement de l'entreprise. Oui, c'est les parents, Non, puis il y a aussi un côté honorifique, il y a aussi un côté... parce que quand on a fait HEC ou quand on a fait une grande école, on a l'impression, enfin, je pense à tort, que on fait partie de l'élite. Oui, mais ça c'est complètement faux. Bon, moi j'ai fait un doctorat d'économie, enfin bon... Vous n'avez pas fait que ça, Robert. Attendez, j'ai perdu mon temps. Vraiment, j'étais vous obligé croyez? parce que je pouvais pas innover. Ce qui m'intéressait, c'est d'innover. C'était un passage obligatoire. À un niveau élevé. J'ai perdu mon temps. Bon, mais complètement. Ensuite, d'autres diplômes. Là où j'ai le plus appris de management, c'est quand je préparais par moi-même l'expertise comptable. Bon. Donc, mais aujourd'hui, vous avez des IAE, des IAE qui pratiquent des droits de scolarité raisonnables. Mais donc vous disiez, excusez-moi, je vous coupe, mais vous disiez c'était aux jeunes de se prendre en main. Il faut raccourcir le délai d'études, très bien, mais concrètement, comment ça se passe? C'est-à-dire que si demain on dit voilà, on arrête de remplir les écoles de commerce en pensant que c'est le Graal, on privilégie donc dans ce cas davantage des formations qui nous permettent d'être dans l'entreprise le plus tôt possible. Prenez votre exemple, vous n'auriez pas fait HEC Entrepreneur. Vous auriez fait la même chose. Vous auriez fait... alors là où il y a un truc qui me concerne, et je pense concerne beaucoup de monde, c'est la France où les systèmes sont faits très simplement. Moi, un jour, on m'a répondu, quand j'étais déjà dans l'entreprise, je ne citerai pas l'entreprise en question, parce que elle n'a pas forcément très bien fini, mais on m'a dit, mais tu n'as pas un profil exceptionnel, parce que tu n'as pas fait une grande école. Là, c'est un cas extrême, mais je pense que à la fois de la part des jeunes et des entreprises et des systèmes, c'est-à-dire que moi, ma vie a changé aussi d'une certaine manière quand il y avait HEC sur mon CV, parce que en face de moi, j'avais des employeurs, j'avais des clients, donc HEC, c'est encore aujourd'hui une sorte de passeport, mais je parle d'HEC comme ça peut être le cas pour le SCP, l'EDEC et le SCP, mais c'est aujourd'hui, c'est vrai que ça, d'une part, c'est un passeport, d'une part, ça augmente
malgré tout et de manière arithmétique le salaire de quelqu'un. Enfin, on n'est jamais payé mieux que quand on a fait une école de commerce, même si on n'est pas suffisamment payé forcément. Et après, je pense que ça donne confiance aussi. C'est-à-dire que moi, je me suis sentie un peu plus à l'aise, même si effectivement, j'aurais certainement fait la même chose. Mais je me suis sentie davantage en position de force ou davantage mieux dans mes baskets, en fait, tout simplement, en ayant fait HEC. Et encore, j'ai pas fait HEC grande école. Mais je crois que ça donne aussi, humainement, des qualités qu'on n'a pas forcément quand on n'a pas fait une grande école. Le jour où la Cour des comptes va s'intéresser aux écoles de management, va regarder le doublement des salaires des profs qui n'enseignent pas, parce qu'ils font des recherches et des publications, qui vont réaliser que les recherches et publications des profs, elles servent pas à grand-chose, il y a de quoi se poser des questions. Bien sûr. Bon, en plus, c'est des écoles qui ont quand même vécu pendant un certain temps sur des subsides publics. Ce qui plus est de moins en moins le cas. Ben, c'est pour ça qu'ils paniquent un peu. C'est pour ça qu'elles sont de plus en plus chères. La bulle financière aux États-Unis, sur les droits de scolarité des jeunes Américains, elle va exploser tôt ou tard. Et ça sera plus grave que pour les subprimes. Bon, les parents, sauf si demain, les grandes écoles sont réservées aux gens riches, demain, on aura une bulle financière avec les parents endettés, d'autant que les parents, on arrive même aujourd'hui, quand on discute avec les parents, à réaliser que ils trouvent normal de s'endetter pour payer les études de leurs enfants. Alors, quand ce sont des gens riches, c'est pas grave, mais quand c'est des gens qui sacrifient leur retraite pour ça c'est grave. Je suis d'accord. Et on y est. On y est. Oui, c'est déjà le cas. Alors pourquoi ça continue? Mais ça va leur Mais je pense que ça va exploser à un moment ou à un autre. Ça va exploser. Attendez, moi je vois une école que j'ai redressée. Enfin, je n'ai redressé plusieurs, mais il y en a une que j'ai redressée. Bon, et aujourd'hui, j'avais un merveilleux professeur de marketing. On ne lui donne plus le droit d'enseigner le marketing parce qu'il n'a pas le doctorat. Moi, je dis, ça me scandalise parce que... Alors, est-ce qu'il y a une solution? Mais oui, il y a une solution. Encore une fois, la formation qui est la plus importante, c'est la formation humaine. Et la formation humaine, vous l'avez par l'apprentissage. C'est-à-dire, vous l'avez par le terrain. Bon. Une formation par le terrain, quelles sont les personnes qui sont les mieux placées pour apporter cette formation terrain? Ce sont ceux qui sont sur le terrain. Si vous leur donnez des missions à ces étudiants, vous pouvez leur donner des missions de marketing et autres, mais si vous voulez en faire un leader, c'est-à-dire un chef, ou un manager, c'est-à-dire que d'abord tout le monde veut être chef, et c'est normal, c'est sain pour l'économie. Bon, si quelqu'un veut être chef dans une entreprise, vous devriez leur donner des missions terrain qui correspondront à leurs responsabilités futures. Si vous voulez former un manager, quelles seront ses missions les plus importantes? C'est créer son entreprise. C'est la redresser, parce que tôt ou tard, il sera nécessairement confronté à des difficultés. Ça sera la développer, et ça sera la céder. Bon, donc, si vous leur donnez des missions terrain pour former des managers, vous pouvez leur donner des missions création, redressement, reprise, conseil, et aussi communication et négociation, Bien parce sûr. que c'est important. Qui peut apporter ces missions? Ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des cadres d'entreprise, dans des formules d'apprentissage. Et si vous mettez en œuvre des formules d'apprentissage, cette formule-là est gagnante autant pour les étudiants que pour les professionnels de l'entreprise. Bien sûr. Donc, ces professionnels de l'entreprise ne vous coûteront pas une fortune. Moi, la plupart des chefs d'entreprise ou des cadres supérieurs que j'ai fait intervenir à HEC, ils intervenaient quasi bénévolement parce que c'était gagnant-gagnant. Au contact de jeunes. Bien sûr. Ils apprennent aussi. Envie Bien sûr. d'exercer des responsabilités, vous êtes obligé de vous remettre en cause. Et un patron qui se remet en cause, c'est un patron qui demain sera plus efficace. Alors,
c'est des paroles, ça. Tout le monde vous le dira. Mais mettre ça en œuvre, c'est sûr que le métier de prof n'est plus le même. Hein. Mais il est aussi honorable et peut-être plus gratifiant. Parce que quand vous voyez vos étudiants s'éclater, c'est la plus belle satisfaction pour un prof. Non, mais d'autant que beaucoup de gens viennent à HEC Entrepreneur chercher une ligne supplémentaire sur leur CV pour aller en cabinet de conseil ou aller dans C'est la cooptation. Voilà. On est dans une économie. Bon, je vais être très, très brutal, hein, parce que j'ai envie que le système change. On est sous l'ancien régime. Bien sûr. Hein, où on achète, les parents riches achètent une charge, hein, qui sont les droits de scolarité à leurs enfants, hein, pour pérenniser le système de cooptation. Hein, les HEC cooptent d'anciens HEC, c'est normal, hein, c'est humain. Et donc, il faut mieux sortir, je sais, que de sortir d'une école Tartampion. Mais c'est pas parce que le système, quelque part, ne fonctionne pas correctement qu'il faut pas le remettre en cause. Hein. Parce que notre pédagogie, elle est pratiquée par Harvard. Hein. Moi, j'avais rencontré Poutine il y a longtemps, hein, alors qu'il était l'adjoint de Sobchak, à Saint-Pétersbourg. Oui. Poutine, il est devenu président de la Russie, comme vous le savez. Et il a créé 2 business schools près de Moscou, qui curieusement ressemblent étrangement à notre pédagogie. La guerre économique n'est pas uniquement une guerre économique, c'est une guerre aussi pédagogique. Hein. Justement, pour préparer votre entretien, j'ai sollicité des entrepreneurs qui sont issus aussi de HEC Entrepreneur, qui sont devenus mes amis, très proches même. Parce qu'il y a ça aussi quand même d'exceptionnel, c'est que l'aventure humaine et les liens qu'on peut tisser au travers de cette formation sont exceptionnels. Il faut le reconnaître. Donc j'ai pris trois de mes anciens pineurs, pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration. Ces 3 entrepreneurs, des vrais. Et je leur ai demandé, je leur ai parlé de notre entretien et je leur ai dit quelles questions vous lui poseriez. Un d'entre eux m'a parlé justement du rapport au temps. Le rapport au temps, à savoir aujourd'hui, un entrepreneur va désormais non plus avoir à vendre à son client, mais vendre à des fonds d'investissement. C'est-à-dire, il m'a parlé de danse du ventre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être un entrepreneur dans cette deuxième bulle, parce que finalement, si on parle de la première bulle, liée à tout ce qu'on vient d'exposer, aujourd'hui, il y a une deuxième bulle lié au fait que tout le monde veuille créer des boîtes, parce que ça, c'est à la mode aujourd'hui. On revient à ce qu'on disait. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une envie de créer pour revendre. Il y a une envie de créer pour gonfler le chiffre d'affaires très, 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 très vite. Et donc, on squeeze complètement, on évince complètement le rapport au temps long, le rapport à la vraie création, au fait de s'inscrire dans la durée, pour finalement arriver à une sorte de conclusion. Un bon entrepreneur, c'est celui qui a levé le plus d'argent, c'est celui qui a convaincu le plus d'investisseurs, c'est celui qui va le plus vite faire des millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, j'ai un peu une inquiétude à ce sujet, parce que il y a une double bulle là, non ? Comme je vous l'ai dit, mais ça vous le savez depuis longtemps, il y a autant de styles de management qu'il y a d'individus. Donc, il y a autant de motivations différentes entre chaque individu. Moi, je n'ai jamais porté de jugement de valeur sur les motivations de mes motivations. élèves. Je considère simplement que la seule manière d'en faire de vrais leaders pour notre économie, c'est encore une fois de leur donner d'emblée le maximum de responsabilités et de les aider à les atteindre. Sur les motivations personnelles, jamais je n'ai porté de jugement ou fait pression. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai délégué très rapidement la sélection de mes étudiants. Parce que, par tempérament, j'ai fait la sélection pendant plusieurs années moi-même, et je me suis rendu compte qu'il y a des candidats dont la tête me plaisait et d'autres dont la tête me plaisait moins. Donc, j'étais en train de tomber dans l'affectivité. Et il n'y a rien de plus dangereux qu'un management affectif dans une entreprise.
Parce qu'à ce moment-là, c'est un obstacle à la délégation. Pour répondre à votre question que j'ai oubliée. La question, c'était le rapport au temps. C'est-à-dire Oui. qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'entrepreneurs qui créent, Oui. même si effectivement c'est louable de vouloir faire beaucoup de chiffre d'affaires, de vouloir faire grandir une entreprise. Parfois, je me dis, oui, mais tout ça, c'est des boîtes qui sont pas rentables. Oui, là, je me raccroche, ça y est. Si vous voulez. En réalité, mon désir le plus cher dans HEC Entrepreneur, ça je l'ai jamais dit. Hein. Je l'ai écrit peut-être récemment. Hein. Je l'ai jamais dit. C'est que chaque étudiant, quand il sortait, hein, avait pris conscience de son rêve futur. Ouais. Hein, de son rêve le plus fou, c'est-à-dire ce pourquoi hein, T'as raison d'être. ils étaient prêts à se battre jusqu'au bout. Le fric, moi, n'est pas mon moteur. Hein, mais je pense que quelqu'un n'ait pas le courage ou la générosité, je le comprends. Hein, on est tous différents. Porter un jugement de valeur. Si je portais un jugement de valeur sur les gens qui manquent de courage ou qui manquent de générosité, je serais plus capable de former des leaders. Hein, puisque par essence, il faut que vous acceptiez de travailler et de mobiliser des gens qui sont différents de vous. Hein, et parmi ces gens, vous avez des gens qui ne cherchent que le fric, qui ne cherchent que le pouvoir, qui sont égoïstes, tout ça. Mais l'art de mobiliser les collaborateurs, hein, ça sera l'art de ne voir chez vos collaborateurs que les qualités qui vont favoriser la réalisation de vos projets à vous, et pas les défauts. Parce que si vous voyez d'emblée les défauts, un collaborateur, il va le sentir et vous ne le mobiliserez pas. À titre anecdotique, il y a une étudiante, une ancienne élève qu'aujourd'hui je respecte beaucoup, parce que quand elle est sortie d'HEC Entrepreneur, elle est allée former des entrepreneurs dans les banlieues défavorisées. Hein, c'est pas l'argent, c'est pas le pouvoir. C'était ce rêve. Il s'explique sans doute par sa situation familiale antérieure, c'est probable. Mais moi, je vois le résultat. Elle le fait. Vous voyez, aujourd'hui, à un jeune, je dis, choisissez bien votre formation. Hein, mais le plus important, c'est ce dont vous rêvez dans la vie. Ensuite, de bâtir votre plan de bataille pour atteindre ces objectifs. Hein, mais si vous savez où vous rêvez, vous avez 10 fois plus de chances d'atteindre votre objectif que si vous vous laissez guider par les circonstances. Parce qu'aujourd'hui, le défaut des jeunes, hein, c'est souvent d'évaluer leur réussite par rapport à les réussites d'autrui. Quel regard vous portez aujourd'hui sur ce monde entrepreneurial, on va dire 3.0 ? Je pense qu'il ne favorise pas les qualités auxquelles je tiens. Et que ça explique pourquoi le pourcentage de gens démotivés dans les entreprises augmente. Et pourquoi, je vais être brutal, hein, pour moi, il n'est pas exclu que demain, notre pays soit un pays où on vienne délocaliser. C'est un scénario très pessimiste. Oui, mais très possible. Attendez, quand vous voyez l'appât du gain, hein, l'égoïsme, ça peut nous mener à des catastrophes. Heureusement, il y a beaucoup de jeunes qui ont du ressort. Hein. Mais on s'est trompé d'intelligence. On a cultivé l'intelligence logico-mathématique, on n'a pas cultivé l'intelligence du cœur. D'où les problèmes que rencontre Macron. Il suffit de regarder. Bon, quand vous voyez la manière dont ils sont formés à l'ENA ou dans nos grandes écoles, c'est pas étonnant. Hein, qu'on cultive, qu'on privilégie. Bon, il faut que les gens aient une bonne intelligence logico-mathématique, mais tous les jeunes l'ont. À un degré. Écoutez, vous savez comment moi je jugeais les qualités pédagogiques de mes enseignants? Non. À la rapidité avec lesquelles ceux qui comprennent le plus lentement assimilaient ce qui leur était enseigné. C'est-à-dire, le bon prof, c'est quelqu'un qui est capable de faire passer ses connaissances
à ceux dont l'intelligence logico-mathématique est la plus faible. Bien sûr. Et quand j'avais un prof qui était un bon pédagogue, je peux vous dire qu'il est resté 27 ans avec moi, parce que je le cultivais. Mon capital, c'était les profs, et mes clients, c'était les étudiants. C'est pas le contraire. Mais il y a il y a énormément de profs. L'école maternelle est un exemple d'apprentissage. Bien sûr. Dans l'enseignement secondaire, vous avez un tas de profs qui innovent, mais malheureusement, souvent, ils innovent isolément. On les encourage pas. Honnêtement, pour avoir fait la fac de droit, j'ai eu des profs exceptionnels à la fac. Oui, et le aussi, système de la fac est aussi agréable par bien des égards, parce que c'est aussi un peu l'école beaucoup plus de la débrouille que les grandes écoles aujourd'hui, parce que finalement, quand on est en grande école ou quand on est en prépa, on est formaté, on est biberonné, on nous dit bon bah t'apprends ça, tu viens à telle heure, etc. À la fac, c'est bon bah tu viens pas, c'est ton problème. Ton partiel, il est dans une pièce, essaye de le trouver. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. D'ailleurs, au niveau des facultés, je trouve qu'ils se redressent beaucoup mieux. Enfin, en tout cas, ils prennent un virage qui est plus novateur que certaines écoles de commerce. Le problème, c'est quand vous parlez de 3.0. Bon, moi j'ai fait les premiers MOOC quelque part. Les MOOC avec mes CD-ROM d'auto-formation. Bien sûr. D'abord, ils m'ont coûté une fortune, ils m'ont coûté tous mes crédits de recherche. Mais le problème, c'est que un enseignement déshumanisé par MOOC ne cultive pas les qualités humaines, c'est sûr, dont on a besoin pour faire des leaders. Même si par des procédés hautement développés, on pourrait arriver fictivement à faire des études de cas avec des gens qui sont pas là. D'ailleurs, les jeunes, ils le disent eux-mêmes, ils préfèrent la présence physique du prof. Si vous étiez encore aujourd'hui à HEC Entrepreneur, la première action que vous feriez ? Je déciderais d'abord que la promotion, je recruterai pas, j'exigerai pas des profs docteurs, et je privilégierai la qualité de la formation humaine des élèves aux travaux de recherche et des publications. Donc, je pratiquerai des pédagogies par apprentissage qui sont praticables dans toutes les disciplines, y compris le marketing, le contrôle, la finance et compagnie. Je n'augmenterai pas les droits de scolarité pour commencer. C'est-à-dire, je remplacerai une partie du corps professoral permanent par des professionnels de l'entreprise. Donc, je comprimerai mes coûts. Je comprimerai les droits de scolarité pour que l'école ne soit pas réservée à des riches. Parce que si l'école est réservée à des riches, elle périra trop ou tard. Parce qu'elle sera la cible du reste du système éducatif. Donc, je comprimerai mes coûts pédagogiques d'au moins 50%. C'est beaucoup. Voilà. Et pas uniquement pour comprimer les droits de scolarité. C'est parce que simplement, je remplacerai des profs par des professionnels de l'entreprise qui sont mieux placés pour apporter la formation humaine. Bien sûr. C'est tout. Et la promotion des profs ne reposerait plus sur les travaux de recherche et de publication. Sauf s'ils me prouvent que leurs travaux de recherche sont utiles aux entreprises et que leurs publications sont utiles aux entreprises. C'est-à-dire que, parce que je considérais que ma mission n'est pas uniquement de former des jeunes, mais elle est de former aussi les cadres et chefs d'entreprise. Bien sûr. Bien sûr. Et ça, on peut les former via des publications, mais qui soient opérationnelles. Si vous lisez mes bouquins, vous verrez, ils sont jamais... c'est plutôt des manuels. Bien sûr, très pratique. Que des réflexions sur... non, mais c'est évident, c'est très très pratique, c'est même poussé à l'extrême. Et votre site internet aussi, parce que finalement, vous avez une générosité... Non, mais sur le site, attendez, parce que... Mon site internet, il faut y être à refaire. Non, mais indépendamment de ça, c'est-à-dire que vous recitez, et j'ai été étonnée, vous mettez en tiret tout plein de choses. En fait, il est généreux, votre site, parce qu'en très peu de mots,
Vous arrivez à résumer des choses qui sont fondamentales. Et je suis assez étonnée aujourd'hui de voir à quel point le sens logique en fait est en train de disparaître. Il y a beaucoup de choses en lisant votre site dans les détails. J'ai un peu l'impression qu'on perd pied sur des notions assez basiques, que comment dirais-je, le bon sens en fait est en train de partir, Vous savez, complètement à volo. Quand je suis trouvé devant le problème là avec le DUE là de droit, le master de droit des entreprises en difficulté de la Sorbonne. Il y a les administrateurs judiciaires, ça vous êtes bien placé vous pour le savoir. Les administrateurs judiciaires, en général, ils font appel à des cabinets de conseil pour faire le diagnostic des entreprises en difficulté. Or, leur mission à eux, administrateurs, je parle pas des liquidateurs, quand c'est trop tard. Leur mission à eux, administrateurs, c'est de savoir si une entreprise est redressable ou non. Donc, ce qui veut dire que si une entreprise est redressable, ils devront conduire le redressement. Donc, ce qui est stratégique, c'est savoir si elle est redressable ou non. Si vous déléguez ça à des cabinets de conseil, vous faites plus votre boulot. Donc, le problème des administrateurs, c'était de leur apporter une formation aux jeunes qui allaient devenir administrateurs, une formation comptable et financière. Bon, vous savez combien d'heures de formation en gestion comptable et financière qu'on leur a consacré? En 25 heures, on est arrivé à leur faire comprendre que c'est pas parce qu'ils étaient juristes qui n'étaient pas capables d'assimiler des notions financières. Et en 25 heures, on leur a apporté l'essentiel. Mais ensuite, on les a mis sur le terrain pour mettre en œuvre ces connaissances dans des entreprises en difficulté. Et ayant mis ça en œuvre, ils ont retenu définitivement cette formation comptable et financière. Alors que si on leur avait dispensé une formation comptable en fac, ça aurait pris combien? Ça aurait pris 2 ans. Et au bout de 2 ans, ils auraient tout oublié. Vous voyez là, en 25 heures, on a apporté l'essentiel. Et ça, c'est les vertus de l'apprentissage. Quand on met ça en œuvre tout de suite, on retient. La question est très large, mais je me suis obligée à la poser à chacun de mes invités. Quel regard vous portez sur la France aujourd'hui? Si vous voulez, terriblement pessimiste quand je vois ce qui se passe, mais optimiste quand je vois le dynamisme des jeunes. Et que, de toute façon, si les jeunes veulent s'en sortir, il faut qu'ils sortent des sentiers battus. Je pense que je ferai un tout petit bouquin, comme celui qui avait fait le bouquin « Indignez-vous ». Mais il faudrait que je fasse un tout petit bouquin pour dire pas révoltez-vous, parce que la révolution ça n'apporte jamais de rien, mais qui serait quelque chose comme vous êtes capable de faire de grandes choses. Faut être très très ambitieux. Parce que de toute façon, quelqu'un qui est intelligent aujourd'hui, et ils sont tous intelligents les jeunes, s'ils font HEC, ils ont raison de faire HEC, parce que la probabilité pour avoir un salaire beaucoup plus élevé est très importante. Au fait, combien vous étiez à HEC Entrepreneur? Combien avait d'étudiants chez HEC Entrepreneur quand vous l'avez fait? 90. Combien? 80. Réponse, Vous comprenez pourquoi je me suis plus du tout intéressé. Et là, c'est beaucoup plus, Aujourd'hui, c'est beaucoup plus, je crois qu'on est plutôt aux alentours de 100. Et tout ça pour le fric, Comment voulez-vous former sur le plan humain? Moi, c'est ce que j'ai appris moi dans mon commando. On laisse jamais quelqu'un sur le bord du chemin. Comment voulez-vous à 100 ou à 80? Moi, un jour, on avait doublé nos effectifs à 80. C'était la plus grande connerie qu'on avait jamais faite. Je connaissais plus tous mes étudiants. Donc on est revenu en arrière. Mais c'était trop tard. Vous le savez peut-être, le master a fusionné avec l'X. Ça s'appelle X, HEC Entrepreneur maintenant. Oui, c'est nous qui l'avons créé, le partenariat. C'est Stéphane Vogt qui l'a créé. Mais maintenant, même la marque a changé, c'est X HEC Entrepreneur. Oui, parce que la mode, c'est d'avoir 2 diplômes pour le prix d'un seul. Non, mais quelle aberration!
Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez retrouver toutes les notes du podcast sur le site www.reel.fr. Si vous voulez réagir, me contacter ou me proposer des invités, n'hésitez surtout pas à m'écrire sur Instagram. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner pour recevoir les notifications. Alors je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Hello tout le monde, c'est Estelle de Réel. Je suis devenue maman il y a quelques mois et ce n'est pas toujours facile de faire coïncider mon agenda avec celui de mes différents médecins pour mon enfant et pour moi. J'ai besoin parfois d'une consultation avec un pédiatre, un généraliste ou un gynéco par exemple, mais ils ne sont pas toujours disponibles rapidement. Récemment, grâce à Livy, j'ai pu obtenir un avis médical dans la journée en consultant un médecin en vidéo. Livy, c'est un service qui permet de consulter un médecin généraliste ou des médecins spécialistes en vidéo directement depuis votre téléphone ou votre ordinateur et même en dehors des horaires de cabinet tous les jours de 7h à minuit. Les médecins sur Livy sont toutes et tous inscrits à l'ordre des médecins et peuvent prescrire une ordonnance en cas de besoin. Pour utiliser Livy, c'est très simple. Vous pouvez vous connecter sur le site de livy.fr ou depuis l'application gratuite disponible sur iOS et Android. Alors n'hésitez pas à tester et dites-moi ce que vous en pensez. Merci à Livy de soutenir Réel et bonne écoute. Comment révolutionner l'amour et se libérer des normes patriarcales? Couple hétérosexuel et féminisme sont-ils compatibles? Comment échapper à l'injonction du couple et apprendre à s'aimer soi-même? Il est temps d'ouvrir la discussion et de déconstruire notre vision hétérocentrée de l'amour et du couple. Dans Nos amours radicales, découvrez 8 témoignages féministes, tendres, incisifs et radicaux. Nos amours radicales, aux éditions Les Insolentes, 8 visions singulières pour porter un regard nouveau sur l'amour. À lire absolument.